On a tous déjà vu ou entendu ce pote ou ce tweetos fan du Barça, du Real ou du PSG dire que la première ligue tue le football. Une phrase qui veut un peu rien dire en vérité, mais bon. Et de l'autre côté, on a les fans de PL qui crient tous haut et fort que la première ligue est le meilleur championnat du monde. Et certains leur répondent « Oui, mais c'est normal aussi, ils dépensent beaucoup plus que les autres, etc. » avec ce petit sous-entendu comme quoi il y aurait de l'injustice dans ça. Et si on essaie de comprendre qui a raison? Évidemment, si le contenu te plaît et que tu es fan de Première Ligue, tu peux liker et t'abonner frérot, c'est toujours gratuit et ça change tout pour moi. Objectif 50 000 abonnés en 2025 et je peux pas le faire sans vous. Aujourd'hui, les faits sont impossibles à nier, la Première Ligue est le championnat le plus puissant économiquement parlant. À chaque mercato, c'est la même chose, on voit ces graphiques qui nous montrent que personne ne dépense comme la Première Ligue. C'était le cas en 2021, plus d'1,3 milliard dépensés juste après le Covid. 2022, plus de 2,2 milliards. Et de toute façon, c'est pareil tous les ans depuis un bon moment maintenant. Et le fait que ce soit le championnat qui enregistre le plus de pertes sur le marché des transferts sur la dernière décennie n'empêche absolument pas l'APL de quand même creuser l'écart de richesse avec le reste. En 2023, le cabinet Deloitte, qui fait beaucoup d'études dans le milieu du sport notamment, nous apprend que plus de la moitié du top 20 des clubs les plus riches viennent de la Première Ligue. Et ça, c'est les faits. Aujourd'hui, aucune ligue dans le monde n'a une santé financière aussi bonne que l'APL. Le Covid nous l'a juste confirmé d'ailleurs. Là où les championnats français, espagnols ou encore italiens ont eu beaucoup de mal à s'en remettre, c'est à peine si l'APL a ressenti quoi que ce soit. Et c'est là où beaucoup ont commencé à se plaindre d'une certaine injustice, et le but de cette vidéo, ça va être d'analyser et de comprendre si oui ou non l'APL tue le football, ou si c'est devenu le meilleur championnat du monde de façon totalement légitime. On retournera sur les raisons financières dans la partie suivante, mais je voulais commencer par le sportif car pour moi c'est la base. Quand on me dit que l'APL est la meilleure ligue du monde, je veux savoir si sportivement ça se vérifie. Et même s'il y a toute une partie totalement subjective où chacun aura un avis différent, pour comparer les championnats européens entre eux, on fait difficilement mieux que la Coupe d'Europe. Comme vous le savez sûrement, l'UEFA nous propose un classement des championnats qui performent le mieux dans les différentes Coupes d'Europe chaque année. On a un coefficient qui cumule des points, chaque club dans chaque compétition gagne 2 points pour une victoire, 1 point pour un nul, 0 pour une défaite. On peut aussi avoir des points bonus quand on est qualifié en phase finale et à chaque tour que l'on passe. Avec évidemment un max de points pour les finalistes de chaque compétition européenne. Ce coefficient a démarré lors de la saison 2002-2003 avec une rétroactivité de 5 ans et depuis on a un classement avec un coefficient glissant prenant en compte les 5 années précédentes. Comme on peut le voir lors du premier coefficient en 2002-2003 prenant en compte les saisons commençant à partir de 98-99, l'Angleterre était déjà 3e de ce classement-là par rapport à leur performance en Coupe d'Europe. Avant de commencer une ascension très intéressante, notamment avec les performances de Chelsea, de United et de Liverpool en Ligue des Champions. C'est assez impressionnant de voir qu'ils vont conserver leur première place dans ce classement jusqu'en 2012-2013, là où le Barça, le Real et même l'Atlético Madrid vont commencer à vraiment performer sous l'impulsion du prime notamment de CR7 ou de Messi. Ensuite, on aura une grosse domination du football espagnol donc, mais l'Angleterre va rester au contact à la 2e place avant de remonter progressivement. Et là, on va connaître la domination du foot anglais comme on la connaît actuellement. United et Chelsea vont prendre l'Europa League. Ensuite, Liverpool va prendre une Ligue des Champions. Puis Chelsea va remporter la Ligue des Champions en finale face à City qui ira la remporter ensuite. Et on a également West Ham qui va remporter la Conference League. Ce qui nous laisse en 2024-2025 avec ce classement, l'Angleterre toujours en tête comme depuis plusieurs années maintenant, et l'Italie qui commence à faire un comeback. Donc on voit que sportivement, l'APL n'a pas volé son succès et a su être régulier en Europe. Au XXIe siècle, 9 clubs de Première Ligue différents ont participé à au moins une finale de Coupe d'Europe, record co-détenu avec la Liga. Ce qui témoigne d'un championnat fort qui ne se repose pas que sur les performances d'un ou deux clubs. En début de vidéo, on a vu que la Première Ligue écrasait la concurrence financièrement. Et ceux qui accusent l'APL de tuer le football le disent souvent en dégageant un petit sentiment d'injustice, comme si l'APL ne jouait pas selon les mêmes règles que les autres. Est-ce justifié? Déjà, le football a été créé par les Anglais, ça vient de chez eux et c'est donc normal qu'il y ait cet engouement particulier autour de ce sport là-bas. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant chaque compétition internationale, on se demande « Is it coming home ?» Est-ce que le football rentre à la maison, là où il a été créé?
Et par conséquent, il y a aussi un engouement particulier autour des joueurs anglais. Et même si on pourrait penser que c'est un phénomène très récent, si on regarde les chiffres qui remontent jusqu'à 2008, les joueurs du championnat anglais ont toujours été mieux valorisés que dans les autres championnats. Et en 2008, la grande majorité des joueurs en PL étaient britanniques. C'est Chelsea qui a commencé à beaucoup faire ses courses un peu partout en Europe, suivi par City et compagnie. Même lors du prime de la Liga, dans les années 2010, les joueurs du championnat anglais étaient mieux valorisés. Et ça reflète une chose très importante à mes yeux. La PL a toujours été un excellent championnat. Homogène, là où ailleurs, on peut voir un duo ou un trio porter le championnat avec une deuxième partie de tableau beaucoup plus faible, avec des effectifs beaucoup moins compétitifs. Ce qui a beaucoup aidé l'APL à avoir ce championnat très homogène, c'est ce côté un peu conservateur. On le dit souvent, mais hormis quelques exceptions qui confirment la règle, les joueurs anglais s'exportent peu, ce qui veut dire que pendant des décennies, les clubs anglais vendaient leurs meilleurs joueurs entre eux, gardant la richesse à l'intérieur du royaume. Et ça, c'est que le début, parce que depuis plus de 20 ans, là où l'APL met une tempête à vraiment tout le monde, c'est bien les droits TV. Déjà au niveau national, personne ne vend mieux son produit dans son propre pays que l'APL, notamment grâce à des chaînes fortes comme Sky Sports ou BBC qui mettent le paquet pour s'offrir les droits de la compétition. Mais l'écart se creuse encore plus quand on se penche sur les revenus globaux, c'est-à-dire les droits vendus à l'international. L'APL est présente dans plus de 170 pays, plus de 3 milliards de téléspectateurs estimés chaque saison. Et pour cause, il y a des stars dans tous les coins. Quand City prend Haaland avec déjà Odegaard, tu peux être sûr que les chaînes norvégiennes vont vouloir l'APL. Quand Chelsea prend Mudryk dans un transfert record, les Ukrainiens vont aussi vouloir suivre sa progression. C'était pareil pour Pulisic et le gros marché américain. La star Hugminson permet aussi à l'APL d'exister en Corée. Et quand tu sais qu'en 2025, littéralement, les 3 plus gros cracks du continent sud-américain débarquent en PL, bah c'est tout un continent qui aura les yeux rivés sur le foot anglais. Donc on est dans un immense cercle vertueux en fait, où la PL génère énormément d'argent via les droits TV, et les clubs utilisent cet argent pour acheter des joueurs, être de plus en plus performants, ce qui génère encore plus d'attractivité, etc. Et même si on va pas tout détailler dans cette vidéo, là, on n'a encore rien vu. Parce que cette finalité de créer de la richesse, les clubs de PL ont énormément de moyens différents d'en créer. Par exemple, la billetterie. L'Angleterre, c'est quand même un pays où peu importe les enjeux des matchs, les stades, eux, ils vont être pleins. Et pas qu'en première ligue, même dans les divisions inférieures. Il y a vraiment cette culture d'aller au stade en famille ou entre amis. Et la billetterie, ça représente un revenu colossal pour les clubs. C'est pour ça que la plupart des clubs anglais font refaire leur stade d'ailleurs, pour empocher toujours plus les jours de match. Ensuite, pour faire de l'argent, on a évidemment tous les revenus commerciaux, merchandising, toute cette effervescence autour de la PL attire de plus en plus d'investisseurs aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de millionnaires qui veulent investir dans le football, et quoi de mieux que d'investir dans le championnat qui se développe le mieux. On a vu LeBron James investir dans Liverpool, mais il y a aussi cette volonté d'investir à moindre coût et développer les plus petites marques, comme Michael B. Jordan qui détient une part de Bournemouth, Ed Sheeran qui détient une part d'Ipswich, ou encore Ryan Reynolds et son pote qui ont réalisé un rêve de gosse en devenant propriétaires du modeste club de Wrexham. Tout ça, c'est de l'argent qui va développer une économie globale autour du foot et qui va profiter à tous les clubs, pas seulement les gros clubs. Aujourd'hui, c'est peut-être triste à dire, mais c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans West Ham ou Fulham que dans l'OM, le FC Séville ou même le Milan AC. Même si c'est des clubs plus prestigieux dans le monde du football, c'est des clubs qui ne sont pas dans la ligue la plus attractive du monde. Et enfin, parmi tous les facteurs qui expliquent que la première ligue n'en finit pas de s'enrichir, je voulais finir avec la formation. Parce que oui, une fois de plus, je trouve que les clubs anglais ont très bien travaillé et ont très bien dépensé leur argent. Aujourd'hui, tous les clubs de PL ont des infrastructures et des camps d'entraînement de dingue, ce qui permet aussi aux équipes jeunes d'être formées dans les meilleures conditions. Premièrement, ça permet à certains clubs d'avoir un vivier interne qui diminue le besoin d'aller systématiquement lâcher des millions pour ramener les derniers cracks français ou portugais. Et deuxièmement, ces jeunes de l'académie représentent une valeur précieuse qui, en cas de vente, représente une valeur en pur profit très importante avec les règles du fair play financier. D'ailleurs, les champions dans ça, c'est Chelsea. Depuis 10 ans, aucune académie n'a généré autant de talent et autant d'argent en pur profit. Un des facteurs qui permet à Chelsea de dépenser un peu plus que les autres sur le marché des transferts. En conclusion les frérots, vous l'aurez bien compris, oui l'APL est le meilleur championnat du monde, oui ils prennent de l'avance, et non pour moi ils ne tuent pas forcément le football. Car comme on l'a vu, oui certes Wolverhampton, qui est dans le fin fond du classement de Première Ligue aujourd'hui, peut dépenser plus que le très grand Milan AC, mais pour moi il n'y a pas de quoi se plaindre en vérité. Les clubs anglais ont mieux bossé ces dernières années, et pour moi ils récoltent ce qu'ils ont semé. Et de toute façon, dans le football, ça a toujours été des cycles. Le football italien a dominé les années 90. À ce moment-là, c'était eux qui avaient l'argent et toutes les stars. Regardez juste les sommes monstrueuses que lâchaient les clubs italiens pour s'offrir R9, Vieri ou Crespo. 50 millions d'euros il y a 25 ans, c'est l'équivalent de 120 millions d'euros aujourd'hui.
Ensuite, le cycle du foot espagnol, avec le prime de CR7 et Messi. Malheureusement, leur départ ont laissé un grand vide, mais eux aussi, ils ont eu leur domination financière, avec des achats records, mais beaucoup de flops, et un championnat qui se repose un peu trop sur 3-4 clubs. Et aujourd'hui, le cycle du foot anglais, qui comparé à tout ce qu'on a connu avant, a l'air beaucoup plus solide, beaucoup plus préparé pour durer dans le temps. Les stades se rénovent, les centres de formation se développent, les investisseurs se multiplient, et le produit se vend à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer quel championnat pourrait ne serait-ce que rattraper la Première Ligue, qui pour moi ne tue pas le football, mais a peut-être tué la concurrence. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, la famille, votre avis global sur la Première Ligue, ce que vous aimez le plus, ce que vous détestez le plus, l'arbitrage du coup. Dites-moi si vous pensez que c'est normal qu'un championnat domine autant les autres, ou si comme moi ça vous dérange pas à partir du moment où ça a été fait de façon légitime et que c'est mérité. Je vous laisse liker et vous abonner pour récompenser mon travail. On se dit à très bientôt sur French PL. Ciao.